Bonjour, bonjour à toutes et tous, et particulièrement bonjour à toi, Yann, Yann Verviers. Merci infiniment de me rejoindre aujourd'hui sur ce podcast. Bonjour Adrien, bonjour à tout le monde. Ce que je te propose, si tu veux bien, c'est que je te laisse te présenter dans cette présentation, si tu peux insister entre guillemets sur le titre que tu utilises, hypnothérapeute, praticien en hypnose, hypnotiste, je ne sais pas ce que tu as choisi, et les raisons qui sous-tendent ce choix. Et puis je pense que ça va nous faire rentrer assez naturellement dans l'échange sur notre pratique. Yann Vervilliers, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans l'hypnose. Pendant 3 ans, j'ai eu une activité à côté, j'étais enseignant. J'utilise deux titres en fonction de plusieurs contextes et plusieurs cadres d'intervention. J'utilise le titre d'hypnotiste à l'hôpital. J'ai travaillé quelques années dans un service d'unité de soins continus et de réanimation dans un hôpital du 93 et je maintiens une activité en lien avec des médecins dans ce secteur pour des projets ultérieurs, même si je ne suis plus salarié de cet hôpital. Et comme j'intervenais sur prescription médicale à la demande des médecins pour proposer l'outil hypnotique, l'outil d'hypnotisation, ben, l'action d'hypnotiser, c'est le propre de l'hypnotiste. Donc j'ai repris le terme qui est sans ambiguïté. Je ne suis pas psychologue dans ce cadre-là. Et j'interviens pour la régulation des affects, pour aider les patients à la réorientation. Et j'ai beaucoup travaillé sur des phénomènes comme le sevrage ventilatoire, c'est-à-dire aider les gens qui doivent réapprendre l'acte de respirer à le faire avec moins d'angoisse. C'était pas une partie de plaisir d'ailleurs. Et je travaillais aussi sur les douleurs et sur le refus de soins. Voilà, donc hypnotiste. Et sinon, je garde le titre avec une réflexion actuellement pour mon activité en cabinet de praticien en hypnose. Le terme hypnologue, je le trouve intéressant. C'est celui qui est prôné par le centre de formation pour lequel je travaille. Mais voilà, j'ai quelques pudeurs par rapport au corps médical là-dessus, même si l'usage de ce titre se correspond. Donc voilà, hypnotiste et praticien en hypnose. Excellent, merci beaucoup. Très impressionnant, évidemment, je pense pour celles et ceux qui nous écoutent, de t'imaginer travailler dans un contexte hospitalier avec des enjeux importants en termes de douleurs réelles et de vrais enjeux de soins. Ce qui est étonnant, c'est que tu dis, dans ce cadre-là, je fais pas de psychologie ou de psychothérapie, je sais pas le mot que tu as utilisé, et en même temps, tu parles de régulation des affects. J'ai l'impression qu'on va tout de suite jeter le pavé au milieu de la mare, entre guillemets. Euh, L'impression tout de même que la pratique de l'hypnothérapie aujourd'hui, pour la plupart des gens, je pense, qui nous écoutent, ça ressemble à une forme d'accompagnement psychothérapeutique favorisé par l'hypnose. Il y a certains praticiens qui se mettent plus du côté de l'outil, c'est-à-dire mon expertise, c'est de te mener, de t'aider à développer un état d'hypnose dans lequel ta résilience va se faciliter. Toi, tu te positionnes comment par rapport à cette ambiguïté, ou en tout cas ce choix un peu de positionnement? Alors, l'ambiguïté, elle est liée en hypnose ericksonienne au manque de théorisation de Milton Erickson. Théorisations qui ont eu lieu longtemps après lui ou sous des angles qui sont discutables comme ceux d'Ernest Rossi, discutables mais hyper stimulants et hyper intéressants. Erickson était très clair là-dessus. En fait, il y a deux formes d'accompagnement possibles en hypnose et moi je fais les deux. Des accompagnements brefs, même si l'hypnose n'est pas une thérapie brève. La thérapie brève, c'est la thérapie brève ou c'est plein d'autres techniques, mais on peut faire des accompagnements de courte durée symptomatiques en hypnose. Erickson était assez clair là-dessus quand il expliquait que certaines personnes n'ont pas les moyens financiers, n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie d'entreprendre une démarche de fond, une démarche thérapeutique. Donc, bah oui, on va jouer sur des symptômes, on va intervenir sur une diminution de certains symptômes. Si la personne fume et qu'elle est en train de lutter pour pouvoir arrêter avant une opération qui est programmée, bah, c'est moins grave si elle grignote ou c'est moins grave si elle se mange les ongles. Euh, donc ça, c'est un cadre d'intervention possible. Il doit être borné et bien clair dans la tête du praticien. Éventuellement, pas toujours, mais éventuellement expliqué à la personne accompagnée. Et puis, il y a un autre cadre qui est, on appelle ça praticien en hypnose, où on va faire un accompagnement
qui s'apparente à de la thérapie, où l'un ou l'outil hypnotique et les conséquences de l'outil hypnotique vont être énormément utilisées. Moi, je me positionne sur les deux, voilà, très concrètement. Génial, merci beaucoup pour cette clarté. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast parce que je te connais un petit peu évidemment et Ravi. je sais que ton esprit critique et bosseur et analytique va certainement nous permettre de gagner en clarté justement et sur ce distinguo. Le travail de Cyril Champagne sur les fondements de la pratique ericksonienne me paraît fascinant à cet endroit-là. Mm. Qui montre bien que la pratique de l'hypnose ericksonienne dépasse la simple hypnotisation. C'est Absolument. un vrai mouvement d'accompagnement. Je sais qu'il y a des gens qui sont des tenants, par exemple, d'une hypnose hellmanienne, qui est encore différente, entre guillemets, qui est peut-être plus protocolaire et avec l'hypnose profonde, etc. J'ai l'impression que dans ce que tu nommes dans la partie plus travail de fond, euh, comment je te pose cette question? Vu que tu n'as pas fait d'études de psycho, et ma question suivante sera certainement comment ta vie d'avant, qui est quand même pas anodine non plus, comment ta vie d'avant influence peut-être aujourd'hui ta pratique. Pour autant, avant qu'on aille vers ça, euh, comment est-ce que tu sécurises ou t'as sécurisé ta capacité à accompagner des gens, à faire de l'accompagnement thérapeutique, alors que, de ce que je comprends, toi, tu n'as pas une formation de thérapeute, que ce soit en psycho, en gestalt ou avec une vraie pratique d'accompagnement qui a été pensée. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de praticiens, praticiennes, et peut-être certains qui nous écoutent, qui peuvent être face à ce manque, en fait, de sécurité. Complètement. Moi, à la base, je pensais simplement être un hypnotiste, c'est-à-dire pratiquer ce que certains appellent, bon, le terme est discutable, hypnose sèche, pratiquer aussi des interventions, c'est-à-dire très courtes, de régulation, de faire baisser le stress. En fait, je me voyais comme un complément dans un parcours multi-acteur, un parcours thérapeutique ou un parcours bien-être. Et il s'est avéré en fait que l'outil hypnotique en lui-même, et notamment l'outil hypnotique ericksonien que j'ai appris à diverses sources, a des implications thérapeutiques très fortes et a des matrices thérapeutiques, des fondements théoriques qui vont au-delà du simple hypnotisme. Donc il a fallu se former, il a fallu aller voir plus loin. Moi, j'ai été très sensible à une forme d'accompagnement qui est aussi un outil, une manière de décrypter, de positionner les personnes dans leurs affects, dans leur système de valeurs, qui est la spirale dynamique, donc auprès des époux Chabrol, qui m'ont initié aussi au travail de Wolinski, qui a commencé à me rapprocher aussi d'autres outils complémentaires à l'hypnose. Là, on commence à rentrer dans des voies méditatives. Puis, c'est là aussi où j'ai commencé à rentrer dans l'étude des ego states, des états du moi. Et effectivement, une des propositions d'Erickson, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans notre tête, que finalement, ce qu'il appelle conscient et inconscient, qui forment le moi, tout ça, c'est un répertoire de sous-personnalités, de potentialités. Donc l'énéagramme m'a beaucoup aidé. L'énéagramme des Chabrol, pas un énéagramme où on va typer les gens, parce que ça, je ne sais pas faire. Je ne saurais pas typer, par exemple. Pourtant, on se connaît depuis un moment. Mais l'énéagramme, c'est une description des états de transe, pour reprendre le mot d'Erickson, dans lesquels les gens rentrent au quotidien. D'où le fameux livre de Stephen Wolinski, Trance People Live, les trans dans lesquelles les gens vivent, ou on pourrait dire les trans dans lesquelles les gens rentrent. Et je me suis énormément intéressé à ce décodeur des problématiques des personnes que j'accompagnais via justement les phénomènes de transe. Je sais pas si je pense à une cliente récente qui prépare son mariage, mais qui est dans tous ses états, qui a une boule au ventre, donc une hallucination kinesthésique, qui se dit des choses, donc autosuggestion, dialogue interne, pensée invasive, comme quoi elle serait pas à la hauteur, qui régresse par rapport à sa belle-mère, belle-mère qu'elle voit hallucination positive, qu'elle voit d'une manière absolument abominable. Et quand on a cet outil, ce décodage des trans, qui a quand même été établi depuis à peu près un siècle et demi, bah, on commence à se dire que ça peut être pas mal d'avoir certaines connaissances psychothérapeutiques. Donc, bah, j'étais comment dire, un auditeur assidu de Cyril Champagne, d'hypnologie et de sa formation dynamique émotionnelle et relationnelle.
Et puis, ben, j'ai commencé à me former en thérapie Palo Alto. Voilà, différentes sources de ce côté-là. Et là, actuellement, je me forme en analyse transactionnelle qui répond à certains de mes questionnements par rapport à l'hypnose. Donc, je suis en train de déborder très largement de mon premier métier qui était accompagner, apaiser telle ou telle émotion, contribuer dans un parcours à des régulations. Voilà. Donc ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. C'est pour ça d'ailleurs je suis très circonspect par rapport à notre milieu, par rapport à notre collègue, quand je vois que certains prônent des démarches où on pourrait tout simplifier, l'approche, la technique, la manière d'accompagner. Plus j'avance, et je pense que c'est un sentiment qu'on est nombreux à partager, plus je trouve que ça vaut le coup d'aller étudier l'humain, d'aller étudier différentes grilles de lecture, et pas simplement de manière superficielle, et de regarder à quels endroits les différents systèmes se rejoignent, se touchent. Bref, là actuellement, si j'étais rentier, je ferais des études de psycho. Excellent, c'est une pensée que j'ai également eue. En tout cas, je l'avais pas formulée sous forme de si j'étais rentier, mais dans un monde idéal, Et ce nous serait, cherchons des sponsors d'ailleurs, et tu vas mettre un lien avec une page Tipeee c'est ça, pour une page Tipeee pour financer les études de psycho de Yann et financer Adrien. le doctorat. On vous promet de partager tout. Magnifique. Et du coup, ce que tu dis, c'est que au départ, tu es parti sur une vision plus technique, outils, hypnotisation, et tu t'es rendu compte que ça pouvait, dans certains cas, se limiter à ça, mais que dans de nombreux cas, on était beaucoup plus dans des accompagnements plus de fond, dans lesquels l'hypnose est un adjuvant ou un catalyseur extraordinaire. Et donc, ce que tu dis, c'est que, et tu as déjà nommé quelques pistes comme ça, de grille de lecture, d'analyse, d'intervention aussi éventuellement qui t'ont permis d'avoir un peu de recul et de justement de donner de la perspective à tes accompagnements en hypnose. Euh, Et de me rendre compte à quel point les formations sont trop courtes. Là, je pense que tu prêches un converti, c'est sûr, et on enfonce une porte ouverte, dans le sens où se former en 30 jours, quand c'est encore 30 jours, parce que c'est En assez fait, rare, non. ça dépend des instituts, mais il y en a qui font 15. Peu importe finalement, quand on est dans ces sphères-là, pour accompagner des gens qui sont souvent en souffrance, en vulnérabilité, et pour les accompagnants qui sont souvent en reconversion, je veux dire, je pense que c'est assez spontané. Peut-être que je suis en train de faire du renforcement de croyances, mais de penser que c'est quand même assez léger, quoi. Est-ce que tu m'autorises une précision là-dessus, parce que je pense qu'il y a matière à réflexion. En fait, c'est pas forcément gênant d'avoir des cursus courts s'ils sont conçus dans une perspective claire. C'est-à-dire, bah, effectivement, moi je pense qu'en 15 jours, on peut apprendre des bases techniques, par exemple, de mindfulness ou d'hypnotisation. Mais dans ce cas-là, il faudrait définir un périmètre d'action très clair. Et je pense, et moi ce que j'aime dans l'école où je travaille, l'Arche, c'est qu'on est en train d'aller s'inspirer, d'aller chercher de la data de ce que de ce qui se fait dans d'autres pays où le métier euh, d'hypnotiseur ou d'hypnologue a été mieux défini. Euh, et il faut savoir aussi une chose, c'est que certains instituts ne proposent pas plus de jours parce que sinon ils n'auront plus d'inscrits. Donc il y a aussi des raisons marketing très bassement matérielles, mais l'argent c'est le nerf de la guerre qui font que, par exemple, l'Arche, nous on est obligé, j'imagine qu'il y a d'autres instituts qui font pareil, hein. Quand je sais que toi tu es formateur à Génération Formation et que je vois avec quel soin tu continues à te former et à échanger avec les autres, ben, je sais que ça bénéficie à tes étudiants. Mais bah, par exemple, on est obligé de mettre des stratégies indirectes qui ne vont pas faire monter le prix, des vidéos avant, maintenant, des supports théoriques, vidéo et écrits entre chaque session, des cours en accès libre, type hypnologie, différentes interventions. Enfin, on est aussi face à un public, celui des hypnologues, praticiens en hypnose, qui est un public d'adultes reconvertis, j'en suis un, hein, donc j'ai pas de souci avec ça, et je trouve ça même très bien, ça nous donne même un avantage par rapport à quelqu'un qui commence à se former à 18 ans en psychologie, qui n'a pas forcément vécu, sans
comment dire, sans médire de lui, hein, c'est des étapes de vie, c'est normal. Donc, on a un avantage, c'est qu'on peut avoir un parcours de vie, on peut avoir des expériences professionnelles ou personnelles assez riches. On va acquérir ensuite des outils, mais on a quand même besoin de prendre du recul sur nos outils. Et ce serait bien qu'un jour l'hypnose sorte de cette espèce de paradigme où réfléchir, approfondir, ce serait forcément de la prise de tête, ce serait forcément quelque chose de chic, de chiant. Non, il y a trop, tu l'as dit toi-même, hein, il y a des enjeux, on va accompagner des gens en souffrance et l'être humain, surtout dans la souffrance, n'est pas réductible à deux ou trois protocoles, à deux ou trois théories. Donc pour résumer, parce que je n'ai pas peur de m'étaler, c'est pas grave si une formation est courte, si elle circonscrit bien un périmètre d'intervention. Et si le périmètre d'intervention est plus large, ben, il faut que la formation soit plus longue et aussi charge aux personnes qui veulent vivre de l'hypnose d'aller se documenter, d'aller voir d'autres formateurs. Moi, j'ai eu plusieurs formateurs en hypnose, certains d'ailleurs se détestent mutuellement, mais moi, je les prends tous ensemble et séparément, je trouve qu'ils ont des défaillances et qu'ils ont des lacunes. Quand je les prends ensemble et que je les synthèse et que j'en fais ma synthèse, ben, je les trouve géniaux. Magnifique. Euh, je reviendrai sur cette question, à moins que ce soit suffisamment fluide, et on reviendra peut-être sur ton parcours de vie, parce que c'est aussi intéressant, tu as nommé un peu ça, finalement, quand tu te formes en reconversion, bah, du coup, tu as justement tes expériences passées. Donc voilà, limites et avantages de chacune des situations. Euh, Moi, pour m'être formé en trauma, alors en plus, c'est que 3 jours. Donc, moi, j'ai tendance à lire les bouquins avant. Donc, j'ai lu tout Evelyn Joss, tout Pied-Fort Marin. J'ai lu Méglet. Et puis ensuite, je viens me former pour venir, je dirais, finir d'ancrer ce que j'ai compris et challenger les espaces comme ça. 3 jours sur les traumas, en soi, c'est assez léger. Avec un travail. Finalement, il y a un peu cette idée de travail personnel et de formation d'être accompagné. Euh, Typiquement, les formules séance unique, ou le côté un peu bourrin de non, moi je fais de l'hypnotisation. euh, euh, enfin, pour les gens qui écoutent mes podcasts, c'est des choses que j'ai déjà un peu dites, et du coup, je suis curieux de savoir comment toi tu vas réagir à ça. Euh, des gens qui ont souffert de traumas, d'abus dans des périodes de la vie où on construit les liens d'attachement et les liens de confiance. C'est pas déconnant s'ils se lâchent pas dans des hypnoses profondes, enfermés tout seul avec un mec dans une pièce, euh, où on va se laisser guider et se laisser influencer quand justement cette influence est un enjeu important pour la personne. Euh, c'est pas évident de définir un périmètre d'intervention, d'autant qu'on n'est pas totalement sûr que la porte d'entrée reste au niveau de l'étage où elle paraît être. Euh, je sais pas si tu y as réfléchi, ou quelles recommandations, comment tu peux aider les gens qui seraient dans cette perspective. Tiens, comment je détermine mon périmètre d'intervention pour être secure, safe et travailler en fonction des compétences que j'ai, même avec effectivement quelques journées d'apprentissage de l'hypnose. Tu as raison, c'est comme le poker, hein, c'est 2 minutes pour apprendre la règle, mais une vie pour maîtriser l'outil, quoi. Déjà, ça devrait être le rôle des formateurs de dire à quel endroit leur formation peut proposer une plus-value pour l'accompagnement de leurs clients, de leurs patients. Donc déjà, on achète une formation, c'est au formateur, c'est à la personne qui a créé un programme de se positionner là-dessus. C'est pas à l'étudiant tout seul d'avoir inventé sa vie. Et notre milieu en souffre beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancés dans l'accompagnement, dans la formation, sans avoir eu de cabinet, sans avoir été formés, sans avoir pris du recul sur certaines choses. Ça donne une image déplorable de l'hypnose et c'est surtout jouer avec le feu, avec les personnes qu'on accompagne. Et même s'il n'y avait pas de dégâts psychologiques, même s'il n'y avait pas, pour ceux qui veulent vérifier de quoi je parle, vous tapez sur Google effet iatrogène, vous aurez pas mal d'entrées là-dessus, parce que c'est le fameux mythe qui nous vient, je sais pas, des années 80, 90, répété jusqu'à saturation de un inconscient qui protège et empêche que les choses soient déconnantes, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Donc même si on ne fait pas de dégâts, on va faire perdre du temps dans un parcours d'accompagnement à des personnes et ça peut créer de la désespérance, ça peut créer de la culpabilité. Donc premier point, vérifier auprès des intervenants, envers qui on veut se former,
à quel endroit on peut utiliser les outils. Dans l'école où je suis, on sait que pour le cycle 1, il y a un périmètre d'action, il est limité. Le cycle 1, c'est une trentaine de jours de formation plus des compléments. En gros, avec ça, on est outillé pour faire une, deux, trois séances sur des sujets qui ne sont pas le trauma, euh, sur des sujets qui ne sont pas d'ampleur. Ça peut être de la régulation émotionnelle, ça peut être géré sur une compulsion. Mais bien souvent, je reprends ta métaphore de la porte, quand on ouvre une porte, bah, par exemple, je sais pas, le grignotage, on peut tomber sur quelque chose de plus lourd. Donc nous, on propose ensuite des voies d'accompagnement plus conséquentes, mais qui permettent surtout de savoir vers qui on réoriente, de savoir dans quel champ ensuite, bah, si la personne, elle veut investiguer, si elle veut aller plus loin dans un accompagnement, dans quel champ de la thérapie, dans quel champ de la connaissance psychologique, il faut aller se former. Et je ne me rappelle plus exactement du sens de ta question, mais les précautions qu'on pourrait prendre quand on se forme, bah, c'est d'être exigeant avec nos formateurs. Qu'est-ce que vous me vendez là? À quoi ça sert? Avec qui je peux m'en servir? Qu'est-ce que vous me conseillez par la suite pour aller au-delà de vous-même? Déjà, ça va faire le tri. Il y a trop de formateurs dans nos milieux, et c'est pas ce qu'on se retrouve, c'est pas ce qu'on retrouve forcément en psychothérapie. Il y a trop de formateurs qui se sont isolés, qui ont eu à un moment donné une bonne, voire une très bonne idée, mais qui l'ont généralisée à tout un tas de champs d'application. On va vous permettre d'atteindre tel point de concentration, tel état mental avec une technique unique. Donc méfiez-vous des formateurs isolés, méfiez-vous de ceux qui ne dialoguent pas avec d'autres champs de la connaissance. Tout seul, on a tendance à dire des conneries, d'une part. Et puis, ben, autre point pour se sécuriser, ben, en fait, c'est simple, il faut se faire superviser et il faut se faire accompagner. Et je dis il faut, c'est pas une option. Déjà, on apprend le métier de l'intérieur en se faisant accompagner par une, deux, trois personnes de notre corps de métier. Et puis, c'est bien aussi d'aller être accompagné par des praticiens d'autres disciplines parce que on comprend pas forcément ce qu'ils font. Ils ont d'autres angles de lecture et ils vont nous aider à comprendre une chose qui est fondamentale, c'est que quand on apprend l'hypnose, par exemple, on n'apprend pas juste des techniques, on apprend aussi souvent une philosophie qui n'est pas forcément formulée, c'est normal, hein, elle a été introjectée. Euh, Dans le monde de l'hypnose, il y a beaucoup une injonction à la performance, et c'est pour ça que cette discipline, elle est envahie depuis un siècle à peu près régulièrement par le surnaturel, on va parler avec les morts, par certains aspects du développement personnel. Alors moi, je ne suis pas opposé frontalement au développement personnel, mais il y a certains aspects qui ont tendance à généraliser des solutions qui ont fonctionné pour quelqu'un à l'ensemble de l'humanité. En fait, c'est pas sérieux, ça résiste pas à l'examen. Et c'est une vieille histoire dans l'histoire de l'hypnose, d'avoir des invasions, du surnaturel, de la magie, des vies antérieures, avec des phénomènes de mode permanents. Et quand on va regarder comment l'hypnose s'est formée comme discipline, son histoire, quand on va regarder comment les autres abordent, je sais pas, un entretien préalable, par exemple, dans le coaching, dans la psychothérapie, dans certaines formes de psychanalyse, quand on va regarder ça, ça va nous permettre aussi de regarder nos angles morts, de voir les endroits où on est hors sol. Et c'est intéressant aussi comment dire, de regarder quel est le public visé par telle ou telle discipline. Ça tombe bien, l'hypnose ericksonienne, c'est l'hypnose d'un médecin de petite ville américaine, parce que Phoenix n'était pas un grand centre, qui travaillait avec les classes populaires, qui travaillait avec les vétérans de la guerre, qui travaillait avec des étudiants désargentés en psychologie ou en médecine, qui voyait des gens de toute origine. On a quand même la chance d'avoir une discipline qui est partie sur un socle sociologique hyper large. Mais avec le temps, les post-éricksoniens, les élèves d'Erickson et les élèves de leurs élèves sont de plus en plus spécialisés à destination d'un public à la Tony Robbins, à la développer votre meilleure version de vous-même. C'est important aussi de prendre du recul par rapport à ça. Ça ne va pas de soi, l'idéologie du développement personnel. Ça n'a rien à voir avec l'hypnose ericksonienne. Pour les autres hypnoses,
Je ne répondrai pas, je suis moins spécialiste, même si je m'y intéresse, parce que pas rester dans notre chapelle. Bon, je m'écarte un peu, désolé. Non, c'est passionnant. Je me fais un peu hypnotiser par ton flux et ton flow, donc ça, c'est chouette. Euh, j'ai l'impression que, et à nouveau, j'espère que c'est pas trop hors sol, mais à plusieurs reprises, tu viens nommer une dimension historique avec justement du recul. Je sais que j'avais entendu dans ta bouche l'expression des nains assis sur les épaules des géants, qui m'a pas mal inspiré. Est-ce que, je pense que ça va même donner du volume là à ton interview, tu peux nous dire en quelques mots des éléments de ta vie avant l'hypnose. Je sais que tu as été prof d'histoire géo, si je dis pas de bêtises. T'as été Prof, militaire. j'étais dans une famille militaire plutôt, et j'ai accompagné enfin, oui, accompagné, on peut dire ça, des classes à projets spécifiques. C'est-à-dire, j'avais des classes avec tous les phobiques scolaires, tous les troubles cognitifs possibles et imaginables. J'avais en fait des classes avec tous les 10 possibles, par exemple 10 calculiques, 10 praxiques, 10 orthographiques. Donc, niveau collège et un peu lycée, je fais quelques accompagnements aussi de certains adolescents à l'hôpital qui étaient pour faire le suivi des cours. Et je formais aussi les jeunes profs, les profs qui démarraient, qui étaient hyper flippés. Et moi, j'avais aussi un parcours dans l'animation, dans l'encadrement, et j'étais aussi instructeur bénévole dans les sports de combat. Donc, j'ai fait beaucoup de pédagogie. Et je me suis intéressé, avant même l'hypnose, à toutes ces théories des stades d'apprentissage, des stades de développement, et qui, pour moi d'ailleurs, sont une des clés pour décoder Erickson, pour décoder la pratique de Milton Erickson. Milton Erickson, pour moi, c'est quelqu'un qui fait franchir les transitions, qui nous fait sortir d'états régressés dans lesquels on a été coincé par différentes expériences de vie, certaines traumatiques, pour consolider, pour accéder à des niveaux de fonctionnement cognitif et émotionnel qui font de nous ensuite des adultes opérationnels, bien dans leur peau. Donc, bah, ça demande du doigté. Et moi, je me suis retrouvé donc face à des publics difficiles. Déjà, les adolescents, il fallait capter leur attention. C'est un public extrêmement exigeant. Et des publics en total manque de confiance en eux. Les jeunes profs et des gamins, des classes projets qui n'avaient aucune idée de ce que c'était que la futurisation, de ce que c'était que concevoir un projet. Donc, l'hypnose, en fait, je m'en suis servi avant même de pratiquer, et un petit peu la PNL aussi, dans le cadre de mes anciennes fonctions. D'ailleurs, sur l'académie du 77, j'avais même obtenu des heures supplémentaires pour faire. Ils avaient appelé ça coaching parce que l'hypnose, ça aurait fait peur à tout le monde. Le truc a un petit peu retombé depuis, mais Euh, ça m'a rendu sensible aux dynamiques d'apprentissage qui sont un des grands mots-clés de la pratique de Milton Erickson. Apprendre, réapprendre, désapprendre. Et bah, tu parles des traumas, hein, ça joue aussi sur cet élément-là. Sortir de certains gels mentaux, de certains états de stupeur, où on va régresser, on ne va plus pouvoir accéder à des capacités qui vont être mises en sommeil. Bref, je m'écarte encore un peu, mais euh, c'est là en fait où moi j'aimerais bien qu'à terme l'hypnose ericksonienne revienne au fondement de la discipline, c'est-à-dire quand on a un Milton Erickson qui accueille chez lui dans sa maison des personnes qui sont totalement désocialisées, qui sont sorties des réseaux professionnels, des réseaux scolaires depuis longtemps, qui doit leur réapprendre à relationner, qui doit leur réapprendre à fonctionner socialement d'une manière acceptable. Et on pourrait dire, oh mon Dieu, mais qui sommes-nous pour décréter ce qu'est une norme? Ouais, mais en fait, il y a des impératifs sociaux et économiques et euh, je pense que l'hypnose retrouvera vraiment une place, enfin, trouvera encore plus une place essentielle au sein des autres formes d'accompagnement quand on se rapprochera de ce travail d'Erickson qui allait un petit peu avec les types qui n'ont même pas d'argent pour se payer une ceinture ou des lacets pour leurs souliers,
qui doivent réapprendre à cuisiner, ne savent pas ce que c'est que gérer leur argent. Et donc, ça implique d'avoir une connaissance de l'humain qui va au-delà des techniques de suggestion indirecte ou de tels protocoles pour imaginer des nouveaux comportements, même si l'un n'empêche pas l'autre. Tu mets le doigt sur... alors, je trouve qu'il y a... Je sais pas si c'est ce que tu voulais exprimer, mais c'est ce que je ressens. Du coup, je le teste avec toi pour voir si c'est ça l'idée. Euh, le sentiment que dans ces différentes facettes de ta vie avant l'hypnose, il y a quelque chose de... comment dire, de profondément ancré dans la vie, quoi. Je veux dire, quand tu as des ados qui ont des troubles de l'apprentissage ou qui sont dans des situations très compliquées, qui ont des phobies scolaires, ou enfin, tu vois, c'est du concret de chez concret, quoi. Quand tu es à l'hôpital, quand tu as quelqu'un qui est intubé, Passe. pardon? J'avais en classe des gamins qui faisaient des attaques de panique, par Ouais, c'est exemple. ça. Et j'ai À l'hôpital, l'impression je que, parle même pas. et c'est ce que, d'ailleurs, c'est un truc que j'admire pas mal chez toi, en tout cas, qui m'inspire, une dimension vraiment, ok, on peut se faire plein d'idées par rapport à l'hypnose, c'est vrai que c'est génial comme état, comme outil. En même temps, ça fait 250 ans, voire un peu plus maintenant, qu'il y a quand même des sacrés esprits qui se sont penchés sur la question. Si jamais c'était aussi miracle que ça, probablement que ça se saurait depuis le temps. Euh, et, euh, voilà, je ne sais pas trop où ça nous mène, mais j'ai l'impression qu'il y a chez toi voilà, une dimension très pratique, pragmatique. Il y a aussi une dimension humaniste, justement dans un regard sur les enjeux sociaux. Je parlais ce matin lors d'un autre enregistrement avec Anna Gallet sur la politisation, la dimension politique de l'accompagnement thérapeutique. C'est vrai que c'est un peu quelque chose de bourgeois, quoi, pour parler simplement, assez cher, pas forcément disponible pour l'ensemble de la population, même en fonction de la culture, etc. Toi, je sais qu'à l'hôpital, tu t'es retrouvé à travailler avec des gens qui parlaient pas forcément français, ou en tout cas qui venaient de cultures très différentes, chez qui notamment on a eu cette conversation. Le soin, je sais pas, dans les cultures africaines, par exemple, c'est plus des choses de groupe que des choses individuelles. Et il y a ces dimensions-là qui peuvent être vraiment fondamentales pour la pratique de l'hypnose, où toi, tu arrives sur ton cheval blanc, tout content, la fleur au fusil, sans avoir aucune idée de là où tu mets les pieds d'une certaine manière. Et je trouve, c'est pas évident parce que s'extraire de sa culture, déjà c'est pas naturel et ça nécessite un vrai boulot pour justement arriver à mettre du volume et des points de repère dans une réalité qui est quand même extraordinairement complexe, quoi. Complètement. D'où mon profond désarroi quand je vois tant de praticiens ou même d'auteurs de certains livres qui fonctionnent bien en ce moment prôner de la simplification, de la simplification, de la simplification. C'est bien de ne pas chercher à compliquer inutilement des techniques. Si c'est ça leur propos, je les rejoins. Mais je trouve pas ça normal que des personnes qui ont que quelques années de pratique, qui se sont assez peu formées, qui n'ont pas pris de recul par rapport à leur cadre théorique, se positionnent en formateur, se positionnent en donneur de conseils. En fait, je trouve ça contre-productif, une perte de temps et puis surtout, en fait, dangereux et injuste pour les personnes qu'on accompagne. Si on veut, je sais pas, rayonner en tant que personnalité, bah, on peut être influenceur en fait. Enfin, il y a plein de possibilités et pourquoi pas. En fait, chacun fait bien ce qu'il veut. Il y a des influenceurs sur la danse, il y a des influenceurs sur le sport, il y a des influenceurs sur le lifestyle. Enfin, mais en fait, l'hypnose c'est autre chose. Et c'est pour ça aussi pour boucler sur ce que tu disais tout à l'heure, bah voilà, si quelqu'un veut se former et veut choisir son cursus, il faudrait aussi qu'on précise quelle hypnose on va proposer. Bon, bah, il y a l'hypnose médicale. C'est facile, il faut être médecin pour être formé. On va travailler sur quoi? Sur la douleur, sur les allergies, sur je sais pas, des acouphènes, des choses où le corps est impliqué. Mais il y a deux autres formes d'hypnose. Il y a une hypnose qui va favoriser des régulations émotionnelles, et puis il y a une hypnose qui va favoriser l'exploration de soi. Par exemple, toi, tu fais beaucoup d'auto-hypnose, les soirées œnologiques. Ben, ça, c'est un autre champ. Il n'y a pas besoin d'être médecin, en fait, pour faire ça. De toute façon, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas assez nombreux. Donc, il y a les aspects d'exploration de soi, et puis bah, il y a les aspects aussi de travail personnel, de franchissement de certains stades de développement. Et là non plus, c'est pas forcément le propre des médecins. Par contre, sur l'hypnose médicale, à moins de nous de venir, et ça c'est une tradition qui existe en hypnose depuis James Braid, et
Pas James Red, pardon. Depuis SDL, James SDL, on était juste la génération après avec James Brad et tout un mouvement autour d'un journal qui s'appelait The Zeust dans les années 1840 où il y avait des assistants hypnotistes pour les chirurgiens, pour les médecins. Donc il y avait des gens qui venaient faire de l'hypnotisme, qui venaient hypnotiser sur prescription médicale. Moi, après la moitié du temps à l'hôpital, c'est ce que je faisais, quoi. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de poser une catalepsie? Est-ce que j'ai combien de temps je peux rester avec le patient? Enfin, c'est le médecin qui me briefait parce que moi, je suis pas capable de déterminer ce genre de choses. Bref, l'hypnose, ça peut être plusieurs champs qui se superposent et ça demande des efforts, ça demande de la recherche, de bien différencier ce qui est le médical, ce qui est l'exploration de soi, avec l'auto-hypnose dedans d'ailleurs aussi, et puis ce qui est travail sur les états du moi. Et il faut quand même avoir un peu une vue d'ensemble sur tout ceci. Et quand quelqu'un vient et prône la technique, le protocole, la manière de faire, qui marche à tous les coups, c'est pas bon pour le milieu. Et en plus, et ça, je trouve que c'est pas sympa pour les collègues qui se lancent ou même les collègues aguerris. Tu sais, tous ces récits, il y en a un peu moins quelque temps. Peut-être que, parce que aussi, il y a une époque, j'ai roulé dans les brancards, moi et quelques autres. Il y avait pas mal de récits de séances miraculeuses, genre, mais des fois qui étaient postés 1 heure après la séance. Alors des fois c'était vrai en plus, sûrement. Puis des fois c'était très exagéré, c'est très très storytellé. Il y a certains livres là qui existent aujourd'hui qui parlent d'hypnose. Enfin, on croirait que ça a été scénarisé, qu'il y a un dialoguiste qui travaille pour Netflix, qui a réglé le détail des dialogues avec le bon jeu de mots qui passe, etc. Là, c'est très terre à terre, des fois, l'hypnose. C'est très compliqué, hein, des fois. Des fois, notre rôle, c'est peut-être juste, c'est ma superviseuse qui dit ça, tu l'as interviewée, Pauline Vialet. Des fois, notre rôle, c'est juste d'empêcher la personne d'aller Voilà. plus mal, d'aller plus mal encore. Mais elle aura toujours mal pendant quelques temps. Bref, je m'égare encore. Comment tu fais? C'est des égarements, enfin, encore une fois, il faudra vérifier. N'hésitez pas à commenter, chers auditeurs, auditrices, euh, votre vécu, je sais pas si des égarements, en tout cas des balades que nous propose Yann. Moi, en tout cas, ça me passionne, donc c'est génial. Euh, je trouve que justement, et je reviens un peu là-dessus, je sais pas trop quel genre de réponse concrète tu peux déjà nous apporter, mais à voir, à minima, ça nous fait réfléchir. Quand justement l'hypnotisation est difficile ou impossible, je pense à des gens dont la Ça culture fait n'arrive que... jamais, moi, grâce à mon protocole incroyable, une adduction en 2 mots et demi. Le fameux coup de coude dans la jugulaire, parce qu'avec les arts martiaux... C'est des petits étranglements sérieux, un truc sympa. Qu'est-ce des fois on entend des trucs comme ça. Ouais, moi, ça me faisait. Alors j'ai pas de cheveux, mais sinon je me serais arraché. Oui, en hypnose, hypnotiser c'est facile. Ah, putain, non, 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 non. Surtout à un hôpital ou les trucs, des grands mythes, les légendes urbaines. Oui, la douleur, c'est déjà un état de transe. Alors il suffit juste de l'utiliser. Il y a Antoine Garnier qui a un bon mot là-dessus, qui dit, mais venez, je vous arrache un ongle et on regarde comment vous gérez votre douleur. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Bref, je me suis un peu... J'éructe, excuse-moi. Non, mais en plus, voilà, je trouve qu'on est dans un milieu aussi où il y a beaucoup de passion et c'est bien de la passion. La vie, elle peut parfois être un petit peu aseptisée et je trouve que ça, c'est Non, triste. Et au contraire, voilà, qu'on soit animé, qu'on soit agi par ces sujets-là, me paraît, enfin, ce serait inquiétant si c'était pas le cas. pas Euh, dans un milieu de passion, on est aussi dans un milieu de mythomane. bah, En tout cas, c'est vrai que les récits de séance, c'est plutôt les récits réussis qui ressortent, ce qui se défend et se comprend. Moi, c'est vrai que dans ma posture à la fois d'accompagnant et de formateur, je suis vigilant à donner une image de moi, comment dire, inspirante et professionnelle, parce que c'est quand même la base. Et en même temps, je veux dire, si tu parais être un guignol ou que tu n'arrêtes pas de t'auto-dévaloriser, je me rappelle une cliente qui m'avait dit comme ça, écoutez, moi, vos états d'âme, ça m'intéresse pas, parce que j'étais en train d'élaborer ou exprimer mon doute ou mon incapacité à vraiment décider de la stratégie, par exemple. Non, mais ça, c'est vos histoires, c'est votre tambouille. Moi, je veux que vous m'accompagniez, en fait. Et du coup, c'est vrai que je trouve que
assumer sa finitude ou assumer en tout cas sa vulnérabilité, sa faillibilité dans une certaine mesure. On n'est pas là pour se mettre à nu, on n'est pas là pour lâcher toutes nos émotions avec nos clients ou nos stagiaires, mais ça me paraît très important dans le sens où qu'on soit accompagnant ou qu'on soit formateur, les clients ou les stagiaires, qui sont des clients, vont mécaniquement nous mettre sur un piédestal, quoi. On est celui qui sait, on est le sachant. En plus, les gens qui viennent faire de l'hypnothérapie, souvent, ils sont dans des situations de vie difficiles. Donc, je sais pas toi, mais moi, le nombre de fois où on projette sur moi une vie parfaite, que tout soit réussi, que tout soit réglé, et donc voilà, arriver à incarner aussi une forme de, ouais, Moi de aussi, je projette ça sur vulnérabilité. toi. Eh ben non, ben non, il y a plein de trucs que j'ai Et pas réglés. je veux continuer à y croire. Désolé, bah, je peux laisser un peu rêver, mais non, non, j'ai mes enjeux. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai réussi à avancer grâce à l'hypnose, grâce à une thérapie par ailleurs. Et puis, il y a des choses que j'ai pas encore réglées, et peut-être qu'il y a des choses que je réglerai pas et qui font partie de mes structures. Voilà, trouver cette finesse entre quand même faire rêver, parce que je crois que c'est moteur pour aider les gens à changer, mais sans vendre du rêve. Voilà, si je peux synthétiser ça dans une formule un petit peu. Ah, on peut le prendre. Effectivement, il va falloir qu'à certains moments, on pousse les gens à rêver, à imaginer autre chose, à se dire que un changement est possible, tout en gérant la réalité très terre à terre, très dure. Et puis, on vit des temps économiques compliqués pour de plus en plus de monde, et ça joue. Moi, je sais pas si tu crois ça, mais de plus en plus de personnes qui me disent bah, elles peuvent pas quitter leur travail ou elles sont limite harcelées, elles peuvent pas quitter leur conjoint, leur conjointe pour des raisons financières. Et en fait, elles nous demandent d'aller mieux. Alors, et nous, on a vous voyez, tous les clignotants en rouge qui disent systémie, systémie. Mais la personne est coincée dans un contexte. Alors, et on va forcément rencontrer des situations comme ça où on va douter. Alors, si en plus, on a des collègues mythomanes qui nous racontent que eux, ils font tout facile et qu'il suffit juste de se relier à l'autre et de croire pour lui, on n'en sort pas. Donc ouais, il y a quelque chose à équilibrer entre, bah, des fois, faut mettre les mains dans le cambouis, c'est très terre à terre. Et là, on va sortir des formules toutes faites qui polluent le débat et les échanges en hypnose du type, c'est le client qui fait tout tout seul, nous, on a juste à être là et à croire en lui. C'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai. Même si le changement, ça doit être en fonction de la personne qu'on a en face de nous et pas en fonction de nos présupposés à nous uniquement. Des fois, on va devoir prendre les gens par la main, des fois, on va devoir faire certaines choses à leur place. Moi, des fois, je me suis retrouvé à faire la déclaration d'impôt de mes clients qui buguaient, qui paniquaient, qui régressaient, pour pouvoir ensuite travailler avec eux sur bah, pouvoir le faire l'an prochain, des choses comme ça très concrètes. C'est pour ça que c'est pas bon pour les collègues et puis même pour les personnes qu'on accompagne tout ce marketing délirant autour de une séance, deux séances sur telle ou telle problématique. Enfin, c'est hyper malsain. J'ai l'impression quand même que le milieu est en train de gagner en maturité. On est en train de... Bon, au bout d'un moment, ça se voit, hein, ceux qui racontent n'importe quoi. Et puis, au fur et à mesure, l'esprit critique progresse de plus en plus. J'espère que l'hypnose va s'ancrer de plus en plus, alors peut-être pas directement avec la psychothérapie, mais dans quelque chose de plus construit, de plus sérieux que le développement personnel et les livres de recettes de cuisine bien-être. Euh, Justement, si jamais enfin, je ne sais pas si on conclut, mais en tout cas, pour atterrir cette idée, je me demande d'ailleurs si tu as déjà des formulations ou si c'est des choses sur lesquelles tu as déjà réfléchi. Euh, Arriver effectivement à inspirer, donc c'est l'idée de faire rêver quand même, sans justement survendre, parce que finalement, si tu vends de la recette miracle, moi, à tous mes clients en une séance, je les guéris de tout, et je choisis ce mot volontairement parce qu'on sait qu'il est justement à éviter si on n'est pas médecin. euh, qui peut, dans certaines situations, faire un déclic, ouvrir une porte, la personne nous fait confiance, l'hypnose marche bien pour elle, et puis on n'est pas à l'abri qu'une séance puisse être vraiment profondément transformatrice et que le système de cette personne se mette à jour. Évidemment, on va plutôt peut-être questionner sur la statistique. Combien de personnes peuvent arriver à ce genre de changement?
peut-être qu'on est plutôt du côté de la portion congrue de la stat. Et inversement, trop d'humilité, trop de terre à terre pourrait aussi affadir l'hypnose ou, tu vois, peut-être créer du doute chez des gens qui parfois en auraient pas forcément besoin, que ça pourrait ne pas aider. Je me fais aussi l'avocat du diable. Euh, Survendre pourrait créer une impossibilité parce que les gens, il y a des gens, une personne, je me rappelle, une cliente récente qui vient avec des histoires traumatiques importantes. Et quand j'explique les possibilités, moi dans mon cadre, j'explique que c'est difficile pour moi d'estimer si une séance unique est suffisante, est nécessaire et suffisante, ou si on peut avoir besoin d'un peu plus de séances, voire de beaucoup plus de séances. Et quand j'ai essayé de dire ça, mais en fait, quand j'ai nommé le fait de pouvoir faire qu'une séance, elle s'est mise à fondre en larmes parce que pour elle, c'était violent, inacceptable de même nommer ce truc-là. C'est une personne qui est sur un parcours thérapeutique de plusieurs dizaines d'années et qui est encore au fond du seau. Donc, et inversement, effectivement, je trouve, enfin, je sais pas pour les gens qui nous écoutent, euh, moi, les personnes qui m'inspirent le plus, les personnes que je trouve les plus professionnelles, que j'ai l'impression qui ont développé le plus de compétences, c'est souvent aussi les plus humbles, les plus modestes, circonspectes, quoi. C'est bon, bah on va tâtonner, on va chercher. Et, si on a du bol, on arrivera à un truc super. Et puis si on a un peu moins de bol, on arrivera à un truc moyen. Puis parfois, on n'y arrive pas. Et voilà, un paradoxe. Enfin, il y a cette espèce de paradoxe entre quand même nourrir les possibles, ouvrir les portes, enthousiasmer, et puis rester un peu terre à terre, pragmatique, raisonnable. Et probablement d'ailleurs dans ce que tu disais, la structure de la personne ou de la personnalité qui vient nous voir peut nous influencer dans le choix de la communication. Peut-être que quelqu'un qui est vraiment en manque de confiance, on peut essayer de le booster en lui faisant sentir qu'il y a des possibilités, tout en étant raisonnable. Enfin, je sais pas, voilà, je suis un peu moi aussi en vrac sur cette idée. Tu as déjà dit pas mal de choses, je sais pas si ça t'inspire d'autres éléments, te positionner. Il n'y a pas longtemps, je me suis pris un bon recadrage d'une personne que j'accompagne depuis un peu plus d'un an, à raison d'une fois par mois. À la base, la personne était venue pour un arrêt du tabac. Donc plus d'un an après, on est toujours en face à face, mais sur toute autre chose en fait. Bon. Et il y a plein de sujets à l'intérieur des sujets, et différentes choses. Et c'était assez intéressant parce que dans son entourage, il y a des hypnotiseurs qui proposent. Alors, elle ne voulait pas aller avec eux, elle a eu un réflexe intéressant, je trouve, sans être du milieu, de ne pas aller voir des gens qu'elle connaît déjà. Alors que eux n'avaient pas forcément cette notion. Ils avaient envie de l'apprendre en séance. Ça fait plus d'un an, en fait, elle m'a dit il n'y a pas longtemps qu'ils n'arrêtent pas de lui dire, ouais, mais nous, en une, deux, allez, trois séances, c'est réglé, c'est fini, t'es sûr de toi. Franchement, c'est un nul. Donc elle me dit ça, et puis on a un bon lien de confiance. Je dis, bah, qu'est-ce qui vous empêche d'aller les voir, d'essayer? Peut-être que ce serait plus adapté là-dessus. Et là, elle me dit, mais d'une manière extrêmement limpide, elle dit, mais moi, j'ai besoin d'aller à mon rythme. Et j'ai pas besoin qu'on me force. J'ai besoin d'aller à mon rythme. C'est important pour moi. J'en ai besoin. Elle t'a hypnotisé dans sa résistance, Yann, tu aurais dû faire le gros bourrin et ne pas respecter ses rythmes. Ouais, t'as raison. J'aurais dû lui faire une rupture de pattern, ce qui est très bien décide parfois, hein, d'ailleurs. Mais en fait, ouais, pour résumer, tout est question de contexte, intelligence du contexte. Oui, des fois, l'hypnose, ça peut aller très vite, et oui, des fois, ça peut prendre une forme presque poétique, au sens de révélation, de prise de conscience. Moi, j'adore travailler moi, avec l'écriture automatique, par exemple. Il y a toujours un côté assez dingue. Ça permet de nouer assez vite une bonne alliance thérapeutique. Et ce côté glamour, il est important. Ça va donner du carburant pour le changement, mais ça ne fait pas le changement. Ça va le permettre, ça va le faciliter. J'ai envie de dire que ça va fluidifier le processus. Et ça va permettre aussi d'accepter bah, ces moments où on est un peu en up. Ça va permettre aussi d'accepter qu'il y a des moments où on va devoir, pour ceux qui ont envie, pour ceux qui sont prêts, on va devoir aller aussi explorer les bas-fonds de l'esprit. On va devoir s'équiper, s'armer. Donc il y a des moments où on va reprendre sa respiration, on va prendre de l'ampleur, et puis des moments où on va descendre dans les profondeurs. Mais effectivement, toi et moi, on a déjà reçu des personnes qui étaient sans arrêt depuis des années dans des formes d'accompagnement à ressasser, à ruminer presque ce qui n'allait pas, à essayer d'analyser, de comprendre. Et c'est vrai qu'en hypnose, on a quand même cette idée de travailler sur le présent, de travailler sur le futur, de proposer des échappées belles à l'esprit. Mais
Il y a des contextes, il y a des choses à regarder. Et pour moi, un des avenirs de l'hypnose et de l'accompagnement en général, c'est la prise en compte des facteurs sociaux. Si on prend la pyramide de Diels, qu'on regarde ce qu'il y a en bas, c'est pas pour rien, enfin pas la pyramide de Diels, pardon, de Maslow. Qu'on apprécie ou pas ce décodeur, il y a d'autres visions, ça explique bien quand même les choses au grand public. En bas, il y a quoi? Il y a les besoins fondamentaux et nous, on est tout de suite sur les éléments d'appartenance, les éléments émotionnels. Il faudrait être capable de naviguer sur les différents échelons de la pyramide ou de se spécialiser à certains endroits, mais en ayant des référents. Bref, je pense que l'avenir pour la thérapie, c'est le collectif, comprendre collectivement ce qu'on fait, travailler en réseau, sortir de la toute-puissance des individus uniques, inspirés, sortir de la gouroutisation. Et ça fera de la place pour les personnes qu'on accompagne pour des échappées belles, pour se projeter au-delà d'un quotidien dur, difficile, mais dans lequel ils sont pendant un certain temps encore plongés. Écoute, j'ai encore d'autres idées, mais je trouve que en tout cas, la formulation donnerait presque envie de s'arrêter là. Euh, Si je rebondis sur un point un tout petit peu technique que tu as évoqué. Tu dis beaucoup présent et futur. C'est vrai que cette orientation solution, on pourrait l'appeler, c'est une des facettes, en tout cas, une des tendances de l'orientation solution. C'est beaucoup ce qui est transmis, probablement parce que c'est un peu plus sécurisé. On a moins de chances de faire du mal en se demandant comment tu peux aller mieux au présent et quand tu iras mieux, ça peut être comment, plutôt que d'aller fouiller le passé et les difficultés qui ont été vécues. Euh, pour autant, tu vois, je sais pas si c'est vraiment ce que tu as voulu dire, mais je serais en tout cas assez circonspect sur la vision. C'est vrai que nous, c'est plutôt le sens de notre formation et peut-être qu'on baigne un peu dans un marigot ou pratique et on transmet plutôt comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pratiques d'hypnose qui étaient au contraire vraiment orientées passé et problème. Euh, on a Ça, je même pense plus. qu'il faut être outillé conceptuellement, en fait. Oui, l'hypnose permet aussi d'aller travailler sur le passé. C'est pour ça que je dis, ça peut être trois domaines. Ça peut être le travail sur soi, et donc oui, quel présent je veux, quelle orientation je me donne, et puis exploration, c'est pas simplement pour la créativité, c'est aussi comment je me suis construit, comment je me construis, comment je me définis, c'est quoi mes références. C'est important d'avoir ces éléments. Moi, je pense que quand on débute, c'est bien d'être sur le présent et sur l'avenir pour commencer, pour y aller tranquillement. Et en plus, ça permet de faire des bonnes complémentarités avec un psychologue, avec un psychanalyste, avec quelqu'un dont c'est le métier, d'aller bosser sur les fondements de la personnalité, sur la construction de l'identité du moi. Ça peut faire, ça permet, je pense, de monter tranquillement en compétences, de gagner en confiance en soi. C'est important. On ne fait pas des métiers simples. Il faut qu'on prenne soin de nous. Moi, j'ai vu trop de collègues que je trouvais talentueux être découragés par des récits culpabilisants de mythomanes. C'est pour ça que je suis assez. Hmm. J'ai vu aussi des formateurs assez durs, assez cryptiques, mystiques, qui venaient asséner leur pseudo-vérité, leur pseudo-avis sur nous. Et le milieu doit gagner en exigence là-dessus, et ça nous permettra de mieux spécifier nos interventions. Je pense que peut-être à terme, hein, si une ou deux générations, il y aura des hypnos spécialisés de telle ou telle problématique, domaine, par exemple, des hypnos sur se projeter dans les conditions matérielles de sa vie, s'organiser, quelque chose qui toucherait un peu au coaching ou au travail qu'on peut faire, que font certains psychologues dans les CMP ou en hôpital, des choses comme ça. Et puis d'autres, au contraire, seront sur d'autres éléments. Ouais, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens qui écoutent, hein. Prenez soin de vous, donc faites-vous accompagner, prenez du recul par rapport aux propositions, par rapport à vos écoles, variez les avis, rentrez pas dans les querelles des uns et des autres qui s'aiment pas, qui s'apprécient pas. J'ai fait le tour de l'à peu près des grands noms de la formation francophone et pas mal anglophone aussi, toi aussi hein, d'ailleurs. On Je suis content d'avoir, même des formations où j'ai eu l'impression de perdre mon temps, je suis content d'avoir fait cette démarche, d'avoir pu comparer, d'avoir pu analyser. Et c'est pas parce qu'en fait l'être humain est quelque chose de complexe et en mouvement
qu'il n'y a pas des outils, qu'il n'y a pas des moyens d'en acquérir certaines compréhensions. Et malgré nos zones de flou et nos incompréhensions de l'autre, ben, les processus du changement, ça existe quand même. Et même si ça résiste parfois à nos théorisations, c'est quand même un beau métier qui permet vraiment d'impacter beaucoup de monde, même si ça incite à revenir à de la modestie et à du travail. Il y a cette phrase du leader de Section d'Assaut, groupe de rap, qui disait ceci, j'ai jamais peur car je travaille. Voilà. Sous-entendu, je travaille beaucoup. On va se rapprocher de la fin. J'ai l'impression, en tout cas, à t'écouter, et ça va peut-être me pousser dans cette direction. J'ai comme une espèce de schéma qui se dessine un peu dans mon esprit, tu vois, avec un peu des cercles concentriques. Faudrait, j'ai pas encore le truc tout à fait clair, avec Parle pas à des. ton psychiatre. Pardon? Parle pas à ton psychiatre. C'est ça. Avec des champs de compétences peut-être au début très limités, puis des champs un peu plus vastes, peut-être des limites, je pense à des limites de trauma, je pense à des limites systémiques, je pense à des limites psychopathologiques, euh, des axes ou des spécialités, je pense aux troubles du comportement alimentaire, voilà, il y a quand même des sujets où ben, c'est quand même vraiment aidant, je pense, d'être formé sérieusement pour éviter de faire des conneries. Les conneries sont faciles à faire avec des conséquences qui peuvent être dramatiques, de sorte à ce qu'effectivement, on contribue, et c'est le but de ces échanges, à placer des points de repère dans cette mer très complexe et mouvante de l'expérience humaine, qui, comme tu dis, qui n'acceptera jamais complètement nos théorisations. Néanmoins, moi, c'est un truc que je sais pas si on en a déjà parlé, mais je sais pas, ado, j'ai eu l'impression que justement, tout ça était trop complexe pour être vraiment intellectualisé, et malheureusement, au lieu de me dire je vais bosser pour placer des points de repère, j'ai plutôt bon, bah, si c'est complexe, j'arrête de bosser, quoi. Et j'avais entendu ce type, un militaire américain à la radio, dire votre stratégie quand vous allez aller sur le terrain, elle sera toujours fausse. Mais le fait d'avoir réfléchi à une stratégie, ça vous permet de réagir avec beaucoup plus d'efficacité une fois que vous êtes sur le terrain. Et donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment des mouvements un peu comme ça de va-et-vient entre je conceptualise, je mets un point de repère, je le teste sur quelques semaines, quelques mois avec pas mal de gens, je me rends compte que ça tient la route, au contraire, c'est challengé et du coup j'ajuste. Et donc c'est vraiment presque un acte de foi, je dirais, d'aller au contact, d'embrasser cette complexité avec parfois des super résultats parce que les gens sont merveilleux, qu'ils ont beaucoup plus de ressources que ce qu'ils savent d'eux-mêmes, que l'état d'hypnose est quand même un état très fertile et très aidant. Souvent, les gens d'ailleurs dépassent ce qu'on pourrait nous imaginer, et parfois même c'est des erreurs qu'on fait qui les poussent au changement. Je pense à Farelli qui oublie de refermer sa braguette. Euh, et du coup, voilà, un acte de foi d'aller explorer cette complexité. Et si on est en reconversion, effectivement, je crois que c'est un peu le sens finalement de ces interviews. Notre responsabilité, au-delà de celle des écoles, en tant que stagiaire, en tant que praticien, bien, c'est d'aller acquérir la compétence ou créer de la clarté et suffisamment de repères pour sécuriser sa pratique, quoi. On ne pourrait pas mieux dire. Justement, t'en as donné plein, donc peut-être que ce sera le mot de la fin d'une certaine manière, mais s'il y a voilà, une idée qui aurait mérité d'être abordée, qu'on n'a pas abordée, tu trouves un point important, ou peut-être pour des gens qui nous écoutent, qui soient débutants ou plus aguerris, alors voilà, tu as nommé se former auprès de plusieurs personnes, tu as nommé être supervisé, tu as nommé être soi-même en thérapie, avoir fait au moins une thérapie pour avoir travaillé sur soi. Euh, Connaître les repères de sa pratique, ça c'est aussi quelque chose qui va se dessiner avec la pratique. Ça ne peut pas vraiment s'improviser en amont, je crois. Peut-être que les formations peuvent aider à préparer un peu ce terrain-là. Est-ce qu'il y a, voilà, je ne sais pas, pour se préparer à se dire au revoir, est-ce qu'il y a un ou deux éléments comme ça dans ton Oui, champ que tu as envie de partager? la dimension de l'argent. Quand on Ah non, se... non, on parle pas d'argent, Yann, tu déconnes. On est en France. C'est vrai. Bon, Pardon. donc parlons d'autre chose. La dimension de l'argent. Ce que je... Là, je me suis mis, mais c'est sans doute une déformation, je me suis mis dans l'idée de communiquer de toi à moi, entre, bon, on a un assez large consensus, mais on parle aussi beaucoup, les gens qui consomment surtout du podcast, c'est surtout ceux qui se lancent dans le métier, ceux qui sont en train de se former, plus la proportion d'éternels curieux et d'éternels étudiants à toujours renouveler leurs connaissances. Mais
Moi, je sais qu'une chose m'a énormément aidé, alors que certains formateurs m'ont fait culpabiliser de la chose, c'est que pendant 3 ans, j'avais un métier à côté de l'hypnose, qui me permettait de payer mon loyer, qui me permettait de payer l'électricité et de remplir le frigo. C'est un métier que j'ai diminué au fur et à mesure, parce que j'ai eu ce luxe-là. J'ai diminué mon nombre d'heures dans l'éducation nationale progressivement. Et les premières années, tout ce que je gagnais en hypnose, je le réinvestissais en hypnose. Être formé, lire les bouquins, me reformer, etc. Ce que j'aurais envie de dire aux personnes qui se lancent, c'est de prendre le temps de se mettre à l'aise avec le métier, de prendre le temps de rentrer dans le métier, d'y aller pas à pas. Et en plus, ça leur permettra d'avoir un luxe absolument extraordinaire qui est quand on est face à quelqu'un qui mérite d'être réorienté immédiatement, ben, on n'a pas une pression financière et on peut dire, écoutez, on va discuter un peu, mais je ne vais pas vous facturer là. Par contre, vous allez voir tel médecin, vous allez voir tel psychologue. Oui, oui, vous lui dites que je vous conseille fortement d'aller le voir parce qu'il sera plus à même de vous accompagner. Et en fait, en plus, ça va sécuriser les personnes qui peuvent nous recommander parce qu'elles vont voir qu'on s'est resté à notre place. Nous, on rentre pas dans la position de sauveur. Donc ouais, avoir un job alimentaire, je pense que c'est un des meilleurs garde-fous pendant quelques temps. Au moins pendant quelques temps, vérifier si on est à l'aise avec la pratique et se sécuriser. En fait, ne pas mélanger les enjeux. Parce que ces trois choses, le métier d'hypnose, c'est accompagner les autres. C'est un métier, donc des rentrées d'argent. Et puis, bah, il y a des enjeux personnels, de la valeur qu'on se donne ou pas. Et donc, c'est déjà bien d'apprendre le métier et puis d'être challengé par le sentiment d'échec. Parce que par rapport à d'autres formes d'accompagnement, les personnes qui viennent nous voir, c'est un sentiment que j'ai, qui est partagé par d'autres formes d'accompagnement, enfin d'autres types d'accompagnants, c'est qu'on nous met plus la pression du résultat et du résultat rapide en hypnose, c'est la faute du marketing de certains, hein, que dans d'autres accompagnements où on sait qu'on va pouvoir prendre le temps. Donc quand on gagne sa vie à côté, on va s'enlever de la pression, on va pouvoir rentrer dans des meilleures conditions dans le métier. Et n'écoutez pas ceux qui disent pas de plan B, pas de plan C, brûlez On tous brûle vos les navires. ponts, on brûle les navires. Non, 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 c'est Alexandre le Grand a mal fini, pour information. on n'a pas vécu longtemps en plus. Voilà. Mais il a laissé une trace. Ça dépend de votre ambition dans la vie aussi, C'est pour vrai, l'humanité. C'est pas... c'est vrai. C'est le choix d'Achille. Vie longue et ennuyeuse pour certains, ou brève, éclatante, mais violente à la fin. C'est un point de détail, mais il m'apparaît là, j'ai l'impression que justement la construction du réseau est pas du tout anodine. Réorienter dans l'idée, c'est très bien, n'empêche qu'il faut un sacré carnet d'adresses pour pouvoir justement, en fonction des problématiques ou des enjeux. Alors donc on est en train de se dire, point de repère pour savoir quand tu dois réorienter. Rien que ça déjà, ça mérite probablement d'être bossé en formation et d'être un peu malaxé pour préciser ces champs d'intervention ou de réorientation. Et après, effectivement, comment tu réorientes? Parce que mine de rien, ça peut rapidement donner l'impression à la personne que son problème serait trop grave. Alors, peut-être d'ailleurs que tu as des éléments sur toi, les formulations que tu utilises, pour s'assurer que ta réorientation soit la plus source de facilité, de fluidité chez l'autre. Et effectivement, ce que je voulais te demander, tu pourras répondre aux deux, je pense, dans la même, dans le même mouvement, comment développer ce carnet d'adresses, comment développer ces relations qui permettent effectivement de réorienter, quoi, tout simplement. Ok, je vais commencer par le carnet d'adresse, ça me paraît la chose la plus simple, et après le côté anxiogène d'une redirection. C'est une précision importante, tu as bien raison de le souligner. Pour faire un carnet d'adresse, technique très simple. Si vous recevez un médico, un soignant, vous lui faites pas payer la première séance. Si vous recevez sa femme, son fils, sa fille, sa belle-mère, vous lui faites pas payer la première Ah, La, séance. la fameuse technique du dealer. C'est ça. La Et, première prise est gratuite. et souvent, je sais que c'est un usage qu'ils ont. Donc, quand on prend les usages d'une tribu, bah, on n'est pas forcément dans la tribu, mais on devient allié de la tribu. Donc, quelque chose comme ça. Deuxième chose, en fait, pour faire du réseau, faire de l'hypnose ludique à tout son entourage, pas thérapeutique, ludique. Des phénomènes, des mains collées, je sais pas, des lévitations, des bascules, des trucs comme ça. Moi, j'ai arpenté, j'habite à Lagny-sur-Marne, c'est une petite ville à l'est de Paris, à côté de chez Mickey, Euro Disney.
J'ai eu le nombre de soirées accoudées au comptoir où je mettais les gens en hypnose, mais enfin, il y avait zéro, avec tous les fusibles du monde, évidemment, hein, mais du ludique, du léger, du tranquille. Et bah, en fait, les gens parlent de vous. Donc c'est un travail de fond, mais les gens parlent de vous. Et j'ai souvent eu au début, on m'a dit de venir vous voir parce que moi, avec vous, il y aura de l'hypnose. Et il n'y aura pas que du blabla pseudo-hypnose. Bon. Et il y a plein de bars, il y a plein de lieux qui acceptent qu'on fasse des soirées auto-hypnose. Donc il faut aussi qu'ils acceptent qu'on aille présenter des choses. Il y a plein de lieux, il y a des mairies. En fait, il y a plein d'endroits qui sont sous-utilisés. À Paris même, je ne sais pas, dans les grandes villes, je ne sais pas, mais ailleurs, il y a beaucoup d'espaces disponibles. Alors oui, des fois, il faut louer une salle, il faut investir un petit peu. Et moi, j'avais fait les salons du bien-être à côté de moi. Et en fait, les gens, on les voit arriver au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ce qui rejoint mon idée de payer d'autres sources de revenus à côté. Ça veut dire, alors moi, j'ai pas fait de business plan, mais je pense que ce serait une bonne idée. Donc, déjà, le réseau, c'est des usages et c'est se rendre disponible. Un point intéressant aussi, d'ailleurs, par rapport à ça, je reste sur l'argent, désolé, mais l'argent, c'est un moyen. Si vous voulez vraiment. Moi, je gagne beaucoup mieux ma vie en tant qu'hypno que quand j'étais prof, hein. Ça n'a rien à voir. Mais si on veut vraiment bien, bien, bien gagner sa vie et qu'on aime beaucoup l'argent, il faut faire du consulting, des choses comme ça. Donc, euh, voilà, moi, je suis bien dans mon cabinet, je suis bien en contact avec les gens, malgré mon URSSAF et ma TVA. Il faut faire un certain volume pour bien gagner sa vie, hein, voilà. Mais c'est chouette aussi hein, d'être indépendant. L'autre point aussi par rapport à l'argent, bah, je crois que c'était en 2021-2022, c'est quelle année où l'Ukraine a été envahie? Je suis un peu confus depuis le post-Covid. Enfin bref, l'année où l'Ukraine a été envahie, il y a eu une grosse récession qui est arrivée, il y a eu le début de la grosse inflation. Sur mon secteur, et en échangeant avec des collègues en province, Paris, je ne sais pas comment ça s'est passé d'ailleurs, il y a eu une grosse chute du volume d'entrée dans les cabinets. Il y a des cabinets qui étaient insuffisamment stabilisés par rapport en ostéopathie, en coaching, etc., qui se sont vautrés. Et alors, paradoxalement, moi j'avais habituellement, j'ai à peu près un mois d'avance sur mon planning de rendez-vous. Voilà. Et, et en fait, je me suis retrouvé du jour au lendemain à 10, 11 jours d'avance. Donc, ça m'a fait une petite frayeur, un petit ouf, voilà. Et en fait, j'ai changé de stratégie là-dessus. Ça peut paraître contre-intuitif. J'ai augmenté mon nombre de créneaux. J'ai rajouté des créneaux. Et j'ai eu un appel d'air. J'ai eu plein de nouvelles personnes qui sont arrivées, des gens qui avaient besoin, dans ce contexte anxiogène, de consommer. Ouais, je surligne le mot, de la relaxation, de l'apaisement. Et ça a renouvelé, renouvelé, renouvelé. Ça a renouvelé en fait le pôle de personnes que j'accompagnais. Quand les autres cabinets réduisaient leurs créneaux, louaient moins, moi j'ai rajouté une après-midi et une soirée. Et en fait, ceux qui avaient besoin, un peu comme moi quand je vais chez l'ostéo, j'ai besoin de soins de dernière minute et il m'est arrivé, quand je faisais des crises d'angoisse, d'avoir besoin rapidement. Après, on a un réseau de copains. Moi, je suis un grand angoissé d'appeler quelqu'un. Et en fait, il faut penser aussi à ce public-là. Ça enlève rien à ce que j'ai dit, hein. Sur le côté travailler dans la durée, pouvoir travailler dans la durée, mais on a aussi une plus-value, nous, en hypnose, sur le fait de proposer des apaisements rapides, des apaisements express. Et quand on fait des soirées, quand on fait des après-midi découvertes à des prix ridicules, juste symboliques, si ça nous rembourse la location de la salle, c'est très bien. Bah, c'est comme ça, en fait, qu'on fait du réseau. Allez voir les médecins directement, toquer à leur porte, envoyer sa carte de visite. Ils n'ont pas le temps, ils sont saturés, les pauvres. Ça les saoule. Vous êtes le 50e qui fait la chose. Bref, je me suis un peu élargi, mais c'était partager une petite stratégie qui contre-intuitivement, parce que c'était un pari, a été utile. Et un point aussi que j'ai envie de souligner pour les gens qui se lancent dans le métier, c'est que il y a des variations dans l'activité. Et ça touche les grands noms, ça touche les obscurs, ça touche les gens installés depuis longtemps. Euh, c'est important de soit vous soignez vraiment le professionnalisme de chacune de vos séances, vous êtes impeccable et le réseau va grandir, soit vous soignez votre communication. C'est deux écoles, c'est deux stratégies. Moi, je suis nul en communication, donc ou alors à part en direct, donc.
bah, je continue sans arrêt à me former et j'essaye d'être à- au minimum au même niveau que les gens autour de moi et tant qu'à faire. C'est là où je trouve que l'esprit compétitif est mieux. J'essaie d'être plus formé, plus informé, même si enfin, il y aura forcément des gens meilleurs que moi ou qui conviennent à d'autres types de personnes. Et voilà, l'auto-challenge, l'auto-progression, je pense que les gens le sentent, les gens le voient qu'on est investi, qu'on est passionné. Excellent. J'ai un éclairage un peu en rebond pour développer le réseau. J'ai un peu trouvé ça spontanément. Au départ, c'était parti de quelque chose de très naïf, en tout cas pas naïf, mais en tout cas bien intentionné et basique, c'était de dire aux gens qui viennent nous voir, à nos clients, quand ils sont déjà accompagnés, quand ils sont déjà suivis par un médecin, par un psychologue, par un psychiatre, moi j'ouvre toujours la porte en disant que je suis tout à fait ouvert à une mise en relation. Pour l'idée étant de former la meilleure équipe d'accompagnement au service de la personne et effectivement, quand on a un coup de bol et qu'on arrive à aider quelqu'un qui était parfois dans une situation compliquée et qui ensuite en parle à son médecin ou en parle à son psychologue, bah, souvent ça donne confiance à ces gens-là qui peuvent après nous réorienter et on peut créer du réseau comme ça. On parle beaucoup et parlent beaucoup à leurs médecins et les médecins en fait nous sont pas hostiles comme certains groupuscules extrémistes complètement hors sol et assez mal informés en plus sur la recherche de l'hypnose. Il y a des groupes de pression avec quelques médicaux dedans, mais globalement la médecine de ville, même la médecine hospitalière, enfin, si on sait rester à notre place, si on ne vend pas de la communication avec les morts, du soin quantique, de la régénération cellulaire, capillaire, ce serait bien pour moi. Globalement, si on fait du bien, si on reste à notre place, on nous envoie du monde, hein. Enfin, il n'y a pas de. Voilà, il y a eu quelque temps, il y a eu certains ordres qui se sont prononcés, l'ordre des infirmiers, puis je ne sais plus qui encore, contre l'hypnose ericksonienne, mais parce qu'il y a des gens qui délirent et qui racontent n'importe quoi et qui mélangent l'hypnose et le magnétisme, alors que ça n'a rien à voir, que le mot hypnose a été utilisé pour nous différencier. Quand on reste à notre place, quand on est sérieux, quand on réfère, quand on n'est pas, donc pas le couteau sous la gorge par rapport à la thune pour pouvoir payer son loyer et son cabinet, il y aura des retours. Ce ne sera pas immédiat, ce ne sera pas dans la semaine, c'est pas un plan en 3 mois, ce ne sera pas forcément en un an même qu'on va vivre de son cabinet, peut-être même pas en 2 ans, mais le travail de fond, ça paye et moi, je sais que j'ai eu plein de séances qui ont été prises parce que j'avais refusé des séances, que j'avais pris un temps au téléphone. J'avais dit, bah non, là, il faut voir d'abord un médecin, il va poser un diagnostic, il va vous expliquer. Non, là, ce que vous avez dit, votre magnétiseur Reiki sur votre foie, la colère. Non, non, en fait, là, il faut voir les pathologues, il faut aller voir déjà votre généraliste, en fait. Et tu vois, là, moi, ça m'est arrivé la première année de pratique. J'ai renvoyé chez un médecin et ils ont détecté un cancer, alors que le type avait tout un parcours. On va taire les noms des pratiques. Et le médecin et la famille m'ont rappelé. Ils m'ont dit, bah, en fait, heureusement, vous avez sonné, vous avez dit, bah là, il y a peut-être un souci sur tel ou tel truc, et il faut référer. Sur toute ma carrière, j'ai eu une fois un médecin qui a dit non, mais c'est qui ce type-là qui vous dit avant de faire un travail sur vous, sur les angoisses, qu'il faut faire des prises de sang ou quoi que ce soit? Il se prend ça, c'est une activité de prescription. Bah non, en fait, c'est vous le médecin qui allez voir si au niveau du corps, il y a un truc qui tourne pas rond et éventuellement, après, dans un second temps, on interviendra, parce que vous n'avez pas le temps de toute façon. Et oui, d'une manière complémentaire aux antioxydatifs, aux antidépresseurs. Autre point aussi, hein, il y a beaucoup d'hypnos, je trouve, et d'une manière non documentée, qui sont par principe anti-médicaments, anti-régulation psychique. Or, des fois, on est face à des gens qui pourraient mettre fin à leur jour, qui pourraient se faire du mal et qui souffrent beaucoup, et qui, avant même qu'on leur apprenne à nager dans l'océan de leurs émotions, avec l'hypnose, la sophrologie, des choses comme ça, ont besoin qu'on leur jette une bouée, qu'on les stabilise. C'était rigolo, après le Covid, ça avait été tellement choquant ce que j'avais vu à l'hôpital, des gens qui meurent, qui meurent, des décès inopinés. J'avais dans dans ma poche, j'avais ma plaquette d'Aprazolam, Xanax, c'est le générique parce que j'ai eu une phase un petit peu décompensée, quoi. Et il y avait une personne qui était face à moi, donc il y avait un autre Hmm. praticien. Il faut surtout pas. Et j'ai sorti. Bah, en fait, vous voyez,
Quoi, mon hypno qui prend des médicaments de régulation de l'humeur, quoi. On n'arrive pas à gérer parce que oui, des fois, l'auto-hypnose, l'hypnose, ça fait plein de choses, c'est super, c'est génial. Ça ne fait pas tout, c'est complémentaire. D'ailleurs, il me semble que la loi sur les lois qui encadrent la prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs précisent que ça doit être aussi fait dans le cadre d'un accompagnement. Parce qu'une bouée dans la mer, si jamais le bateau il se casse et que tu es au milieu de l'océan, c'est pas ça qui va te sauver la vie. Mais ça peut t'éviter la noyade au moment où ça arrive. Ça va te sauver la vie ponctuellement et ça va t'empêcher de te noyer. Bon, après, pour reprendre pied, il va falloir d'autres choses. Mais voilà, renseignez-vous, formez-vous en psychopathologie. Euh, puis en fait, il y a faites-vous superviser avec quelqu'un qui sait aborder ces choses-là. Ça va vous simplifier la vie. Je veux pas abuser de ton temps. Pour moi, c'est d'une richesse. Je suis vraiment ravi Vous êtes du pas moment posé. qu'on partage. Euh, Quand tu as dit aller faire de l'hypnose ludique dans les soirées avec les copains et tout ça, j'ai eu un peu un avocat du diable. J'avais te le proposer de manière un petit peu provocante, mais ça fait peur ce truc. Et puis, on peut rater. Il y a des gens qui peuvent ne pas être de bons sujets. Comment est-ce que à nouveau, comment est-ce que toi, tu as peut-être traversé ce genre de difficultés éventuelles ou pour les gens qui pourraient être, surtout quand tu débutes, ça vaut le coup de se former peut-être un peu à l'hypnose ludique. Après, il y a quand même beaucoup de vidéos qui sont accessibles sur Internet. On se rend compte que là, Ça n'a pas tant de plus-value que ça, je trouve, à part pour prendre des idées de phénomènes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se fait du côté des Anglais. Anthony Jacquin, il va là, venir sur ce podcast. Je fais ma pub au passage. bravo, excellent, magnifique. Je le salue bien bas et beaucoup imité, beaucoup utilisé, beaucoup plagié en France, peu cité. Et puis James Tripp, euh, notamment. Et eux ont énormément travaillé sur les conditions qui font qu'on va avoir des feux verts pour faire de l'hypnose. Je ne sais pas si c'est inspiré d'eux ou pas. Il y a Jordan Vero aussi qui propose un cadre dans le cadre d'hypnose rapide hyper intéressant pour poser les règles. Mais en gros, bah, normalement, vous devez apprendre. Si vous savez pas, venez vous superviser avec moi, donc je rigole. Vous lisez Jack Quinn, ce sera très bien. En fait, on peut pas, on va moins rater les choses si on vérifie que la personne est d'accord pour vivre une expérience. Donc, on va faire un truc qui est absolument interdit dans les hypnoses ericksoniennes. On va poser des questions fermées où il faut dire oui ou non. Est-ce que tu es d'accord pour vivre un phénomène d'hypnose? Oui, non, non. Ben, c'est pas grave, salut. Il n'y a pas longtemps, à l'atelier à l'Arche, l'atelier, c'était un module qu'on faisait expérimental pour vivre des choses avec des praticiens qu'on sait sécuriser intérieurement, donc qui vont pas on va vivre des transes profondes avec des personnes qui sont sécurisées, quoi. Et à un moment donné, j'ai proposé une demi-journée d'initiation à l'hypnose classique et à l'hypnose ericksonienne profonde, donc avec des paradoxes, des confusions un peu. Et à un moment donné, je voulais montrer, j'avais comme idée de montrer à quelqu'un quand il est debout sur un phénomène de bascule avant, bascule arrière, de suggérer les deux simultanément, bascule avant et arrière simultanément. D'abord, tu entraînes l'avant, l'arrière, et après, ça fait des bugs, ça fait des trucs intéressants. C'est comme quand tu fais du lourd, léger, ça peut se relier symboliquement à pas mal de choses. Et donc, je demande un volontaire, j'explique un petit peu, puis la personne me dit, par contre, moi, je veux pas être debout. Alors, un bon ericksonien classique aurait dit, bah, on va faire autre chose. Donc là, je lui dis, écoute, en cabinet, on ferait autre chose, parce que, bah, en fait, on travaille une problématique. Là, je me suis mis dans une position qui était celle que j'avais pour faire de l'hypnose ludique. Bah, en fait, si tu veux pas jouer, je prends quelqu'un d'autre, mais tu peux regarder. Donc je l'ai viré. Et là, ils disaient, ah bon, on a le droit de faire ça? Je l'ai viré. Je lui ai dit, bah, va t'asseoir. Et puis elle a le droit, en fait. C'est peut-être qu'elle a un problème d'oreille interne, je ne sais pas. J'ai pas à forcer. J'ai pas à contourner ses résistances. Elle veut pas, elle veut pas. Le consentement, c'est comme une bonne base pour faire de l'hypnose, même ludique. Et puis, en fait, moi aussi, j'ai le droit me protéger, de me respecter. Si quelqu'un, par exemple, vous dit, parle pendant plus d'une heure parce qu'il a besoin de parler, c'est super. Mais si votre client vous demande 2 minutes avant la fin de vivre un truc d'hypnose incroyable, bah, en fait, non, c'est pas possible, c'est pas raisonnable. Donc, on demande, et puis en fait, on respecte l'autre et on se respecte soi aussi. Le conseil que je donne à la plupart des soignants auprès de qui je fais des formations en hypnose, c'est des fois, notamment, j'interviens dans un EHPAD régulièrement tous les ans,
Une fois, je leur dis, mais en fait, peut-être qu'avec tel ou tel résident, il faudra 3, 4 mois pour juste créer les conditions de la relation où vous allez pouvoir ensuite proposer un phénomène. Donc, en fait, si je le sens pas, si j'ose pas y aller, il faut pas que je le fasse. Et je peux dire à la personne, bah, là, je suis pas en forme, ou là, avec vous, je vois pas comment je pourrais faire. Je parle d'hypnose ludique, hein. Euh, et on foire beaucoup moins. Donc, tu es d'accord pour rentrer à l'état d'hypnose? Oui. Bah, fixe un point. Si la personne elle commence à faire des trucs comme ça, non, fixe un point, s'il te plaît. Tu veux pas? Tu veux fermer les yeux? Bon, ça se discute. Mets tes mains comme ça? Bon. Mets-les comme ça, tu veux pas? Bon, on va parler d'abord, hein, avant de faire de l'hypnose. Qu'est-ce qui se passe? T'as peur? Raconte-moi. Et peut-être qu'on va discuter un quart d'heure d'abord. Et ben, on apprend à le faire, hein, la plupart du temps, recadrer, rassurer, différer aussi. Donc en fait, quand on respecte ce genre de choses, ça foire beaucoup moins l'hypnose. Et puis une bonne clé, je trouve, c'est le Yes 7. Demander plusieurs instructions qui sont respectées. Fixe un point, mets ta main comme ça, rends ta position plus confortable, observe tes respirations, hein. La personne suit ou la personne ne suit pas. Et puis bah, après, ça fait une habituation et la première suggestion va passer et puis on va capitaliser dessus. Bon, après, c'est de la technique et c'est plus intéressant, je pense, d'aller vers ça que d'aller accumuler les techniques, l'induction, respecter des principes. Et puis quand on est dans des contextes un peu particuliers, où là il faut contourner, être beaucoup plus yin, bah, par exemple à l'hôpital, le refus de soins, bah là oui, on va faire des évocations, là on va vendre le truc, on va faire du pré-talk. D'ailleurs, je trouve que des personnes que je vois évoluer en hypnose, les plus fortes, les plus compétentes, les plus intéressantes sont celles qui ont bien pris le temps de travailler les suggestions indirectes, les inductions longues, puis qui ensuite ont recadré, ont remis une structure plus simple, plus linéaire. Quand on inverse le processus, je trouve que c'est moins bon. De toute façon, qui peut le plus peut le moins. Oui, il y Bon, c'est avait, pas très important. je Sur ce sais point. plus, redis-moi ça, ça a coupé, pardon. Sur ce dernier point, c'est empirique, c'est une observation personnelle. Moi, j'étais même persuadé à un moment donné qu'il fallait d'abord faire du direct, puis apprendre l'indirect. J'en reviens de plus en plus aujourd'hui. Il faut savoir faire les deux. Il me semble qu'il y avait cette citation qui, de mémoire, est attribuée à Erickson, qui disait un truc du genre faire aussi direct que possible, mais aussi indirect que nécessaire. Voilà. Il y a énormément de textes de lui et de certains de ses élèves qui précisent qu'il utilisait essentiellement du direct, mais quand ça ne passait plus, eh ben oui, là on passe en indirect. Dans sa correspondance, il dit aussi pourquoi. Il fait de l'indirect, mais il faut la lire et on ne va pas tout donner aujourd'hui. Ah, j'adore. Alors que c'était extraordinairement riche, il en a encore sous la pédale. Le mec est fort, le mec est très fort. Euh, Un métier, monsieur. Quoi, tu serais un communicant en fait. Un enseignant, un pédagogue. Excellent. Communiquer, c'est encore d'autres compétences, hein. Moi, je ne les ai pas, celles-là. Je t'avais entendu dire, et ce sera peut-être ma dernière question technique, et on va peut-être finir par suivre cette idée de clôturer cet enregistrement, mais je ne sais pas si on va y arriver véritablement. Euh, il me semble t'avoir entendu dire justement dans ta structure d'accompagnement que, en tout cas pendant une période, dis-moi si c'est encore le cas ou pas, tu proposais une première partie de la séance qui soit de l'entraînement à l'hypnotisme. Je me rappelle t'avoir entendu dire une demi-heure, puis ensuite une demi-heure d'entretien préalable. On voit tous les enjeux qu'il peut y avoir pour des gens dans lesquels l'entretien préalable aurait pu éclairer les enjeux pour rentrer en hypnose. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore? On voit toutes les vertus aussi parce que tu fais l'entretien préalable dans un état post-hypnotique, donc avec la queue de la comète hypnotique. Ça m'avait beaucoup inspiré de me dire, tiens, Alors, c'est rigolo de prendre le truc un peu à contre-pied, quoi. déjà, le truc, il n'est pas à contre-pied, puisque c'est ce que faisait Ericsson quand c'était possible. Le Quand quand c'était c'était possible. faut le surligner, celui-là. Bon, question de contexte, bah, on l'a dit, hein, la personne a peur ou la personne a des a priori. Un des points fondamentaux pour que l'hypnose fonctionne, la recherche est assez unanime là-dessus, c'est la configuration des attentes, les attentes de la personne. C'est Roland Barthes qui disait, il n'y a pas d'amour quand le mot amour n'existe pas. Bah, il n'y a pas d'hypnose quand l'idée de l'hypnose n'existe pas. Et la même chose qu'il n'y avait pas de magnétisme avant qu'on en parle et que ça devienne un phénomène de mode. Et plus on en parlait, et plus il y en avait. On est des êtres sociaux, c'est peut-être des histoires, même si c'est sûrement un neuromythe, tout ça encore, de neurones miroirs, bref, d'imitation de comportement.
Donc pendant un moment, j'ai testé, et franchement, c'est quelque chose que j'invite tout le monde à faire, au moins dans un cadre d'expérimentation, si vous n'osez pas le faire en cabinet. C'est Zeg qui l'a bien précisé dans la technique d'Erickson, Zeg, élève d'Erickson. Le livre s'appelle La technique d'Erickson, et il rappelle ce fait qui corrobore des textes d'Erickson. Il dit, bah, Erickson, il l'utilisait pendant une demi-heure, de manière assez classique d'ailleurs, puis ensuite, sans vraiment lever l'état d'hypnose, il discutait. Donc il faisait une demi-heure. Moi, c'était un peu plus, parce que mes séances, c'est à peu près 1 heure et demie, parce que je suis un grand bavard, comme tu peux le voir. Donc je proposais pendant longtemps, je leur disais, bah voilà, deux possibilités, deux modèles. Soit on prend le temps de discuter, on prend le temps d'exposer le problème, parce que peut-être que ça vous rassure, peut-être que vous avez envie, peut-être que vous avez besoin de faire ça. J'avais déjà cette notion quand même d'envie et de se rassurer. Alors peut-être qu'on aura fait le tour du sujet en 20 minutes, une demi-heure, et dans ce cas-là, on prendra le reste du temps de la séance pour s'entraîner à l'hypnose, parce que ça va être la technique qu'on va utiliser, ça va être le principal outil dans l'accompagnement. Donc autant l'entraîner, parce qu'il faut un certain nombre de compétences, et c'est des compétences qui s'apprennent, qui s'entraînent, et c'est mon rôle de vous entraîner à ça. Donc soit on commence par discuter, soit on commence directement par l'hypnose, comme ça vous voyez ce que c'est, et puis une fois que on aura un certain nombre de possibilités exploitables en hypnose, on prendra le temps d'évoquer votre sujet. Peut-être qu'on l'évoquera d'ailleurs sous hypnose, ça dépendra de votre préférence. Alors pendant un temps, je sais pas, je devais induire quelque chose, j'avais à peu près moite-moite. Eh bien, je trouve aujourd'hui, avec le recul, alors ça m'a apporté énormément de faire cette pratique-là pour être à l'aise, pour épurer mon processus hypnotique. Alors bien sûr, c'est pas possible quand j'arrivais avec une émotion hyper forte, il n'y a pas le temps de... Là, on va suivre, hein, ça on sait faire en tant qu'éricksonien, donc ça, je ne parle pas, c'est évident. Mais globalement, l'hypnose va plus loin et de manière plus profonde quand on a pris le temps de relationner. C'est ma conclusion empirique. Et il faudrait sûrement demander à quelqu'un comme Clément Appélian pour la recherche ce qu'en disent les données, mais ça va plus loin, plus rapidement, plus profondément, enfin en tout cas sur un même laps de temps, quand on a pris le temps de relationner. Par contre, il faut peut-être, dans ce cas-là, il faut le préciser d'emblée, parce que des fois, on est le deuxième ou troisième hypnotiseur que les personnes ont vu. Des fois, les personnes ont l'impression qu'on les a baladés parce que bah, il y a eu surtout un entretien préalable et ça n'a pas été cadré, ça n'a pas été annoncé. C'est très bien hein, de faire un entretien préalable d'1 heure et demie. Enfin, tant qu'on est clair dans son cadre, ben, c'est OK. Mais moi, je trouve que c'est bien. Et à peu près une fois sur 10 maintenant, les personnes qui disent ouais, je préférerais d'abord qu'on fasse l'hypnose. Et ben, moi, je prends l'heure et demie pour ça. Et puis en fait, c'est entrecoupé de discussions, c'est entrecoupé de présuppositions. J'ai fait une démonstration il n'y a pas longtemps là, sur ce sujet-là, sur la plateforme qui s'appelle Arch Formation, Arch Online, où la personne vient, je lui demande de penser à son problème, je lui demande de quantifier l'émotion, je lui demande si elle est capable d'imaginer ce qu'elle voudrait comme émotion à la place. Donc ça fait une vidéo en 3 questions, puis après on enchaîne les phénomènes hypnotiques. En 45 minutes, on arrive à un début d'écriture automatique, du air writing dans l'air. Et la personne se parle à elle-même et on mesure à la fin le niveau de l'émotion. J'avais fait un cabinet public qui montrait un petit peu ça avec Kevin Finel en quelques minutes, plus réduit. L'honnêteté me pousse à dire, je l'ai su après, que la personne que j'avais hypnotisée avait déjà l'habitude d'être hypnotisée. Donc, je préfère être honnête pour pas qu'on se dise que c'est simple. Il aurait fallu sûrement plus d'étapes avec quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, mais c'est OK. Et on peut faire certaines choses, mais je trouve que ça va moins loin que dans le cadre plus classique. Maintenant, je trouve que c'est une belle étape d'apprentissage pour la construction du thérapeute. Magnifique. Écoute, je suis toujours très touché de ces échanges et là, je me sens nourri. Pour te dire, j'ai une pensée qui est là dans mon esprit. Dire, j'ai hâte de le réécouter pour pouvoir prendre la mesure de tout ce que tu nous as partagé. Euh, Est-ce que, pour se dire au revoir, est-ce qu'il y a voilà, un sujet, un thème, une idée, peu importe, qui peut être présent chez toi et dont tu te dis que voilà, ça peut être une bonne manière de se rapprocher de la fin. Oui, eh bien, juste rappeler une chose, je suis le directeur des éditions du Rêve Lucide, on va d'ailleurs bientôt te publier, c'est tout question de jour.
Et il ne faut pas hésiter à proposer des projets, des idées, même si des fois on ne peut pas les suivre parce qu'on a, on peut pas sortir tous les livres de la terre. Moi j'aime bien, ça peut toujours être une occasion aussi de brainstormer vos sujets, vos projets, d'en parler, de trouver voilà, certaines personnes au bout d'un moment. Je trouve que ce serait intéressant qu'elle passe à l'écrit. Et voilà, je fais une petite annonce. S'il y a des médicaux qui travaillent sur la douleur et qui ont envie de synthétiser leur approche, eh bien, discutons-en. On a des bonnes conditions en plus. Voilà. Magnifique, effectivement. Moi, j'ai une traduction d'un bouquin de Bob Burns, qui est l'inventeur du Swan, qui va être édité chez Le Rêve Lucide. Alors, nous, on a une relation par ailleurs. On se connaît depuis un certain temps maintenant. On s'est formé notamment un peu en même temps. En tout cas, je peux témoigner en tant que partenaire que les échanges et la disponibilité et justement, voilà, la richesse des échanges a été vraiment très inspirante pour moi aussi dans ce projet d'écriture. Donc, C'est je ne ça qu'il saurais faut que pas, trop recommander. Voilà. c'est ça qu'il faut pas que tu t'arrêtes d'écrire. Il y a tout qui est dans les bacs. Magnifique. Je mettrai évidemment tous les liens dans les descriptions du podcast et tout ça. À nouveau, un grand merci, évidemment, en premier lieu à toi, Yann, pour ton temps et ta générosité. La synthèse, là, en quelques dizaines de minutes, un peu plus d'une heure, de 10, 20, peut-être un peu même plus d'années de recherche et de travail. Un immense merci aux nos auditeurs, auditrices. Je vous encourage vivement, vous avez vu l'engagement, la passion, la détermination aussi qui anime Yann et qui, je crois, m'anime aussi. Donc, je vous encourage vivement à commenter, posez-nous des questions, mettez des pouces, des cœurs, partagez. Enfin, vous connaissez les us et coutumes des réseaux sociaux, mais en tout cas, on sera ravis si cet échange est plus un point de départ, ou en tout cas une étape sur un chemin qui est long et qui est immense et sur lequel je crois que si on chemine ensemble, c'est quand même plus sympa et probablement que ce sera même de meilleure qualité. Voilà, exactement. Cessons d'être isolés. Discutons, débattons. Magnifique. Merci encore et à très bientôt. Merci à vous tous.